Bonjour à tous, je m'appelle Yvonne Sneden, j'habite aux États-Unis, j'ai grandi en Europe, j'habite aux États-Unis, j'ai eu 2 expériences de mort imminente. Ces 2 expériences m'ont complètement transformé la vie. Le but de ces vidéos que je fais, c'est pour permettre aux expérienceurs de partager ensemble leur expérience de mort imminente, les effets secondaires, ce que ces expériences leur ont appris. Et donc, généralement, j'invite des expérienceurs, mais aussi les experts dans le domaine de l'expérience de mort imminente, les experts scientifiques. Alors aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'inviter le docteur Charbonnier, Jean-Jacques Charbonnier, que j'ai suivi depuis des années, même s'il ne me connaît pas. Et en fait, c'est vraiment un grand honneur et j'en reviens même pas que je l'ai sur mon interview ici. Donc voilà, le docteur Charbonnier va nous parler de sa vie, de ce qu'il a fait, de ce qui le relie en fait à l'expérience de mort imminente. Bonjour Jean-Jacques Charbonnier, docteur Charbonnier, comme vous voulez. Et donc, c'est un grand plaisir, même pas un plaisir, c'est un honneur de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je sais que vous avez écrit de nombreux ouvrages, donc le docteur Charbonnier a écrit de nombreux ouvrages sur l'expérience de mort imminente. Je pense que c'est vraiment l'expert le plus respecté en France et qui a écrit le plus d'ouvrages, autant scientifiques qu'autres, sur le relatif aux expériences de mort imminente. Le docteur Charbonnier a en fait écrit son premier livre en 2001. Il a pu participer à différentes émissions où il a pu présenter son premier livre qui s'appelle Comment dépasser. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour si vous avez envie en fait de lire ce livre-là. À chaque fois qu'il y a une publication, c'est l'occasion d'une campagne médiatique promotionnelle qui est organisée chaque année par les éditeurs de ce livre, en fait, Comment dépasser. Et je sais que Jean-Jacques, tu peux me corriger si je fais des erreurs ici. En fait aussi, donc, Jean-Jacques Charbonnier a également participé à plusieurs émissions télévisées et tout principalement, il a participé au film sur l'expérience de mort imminente qui s'appelle Thanatos et qui tourne actuellement dans les salles de cinéma depuis le mois d'octobre 2019. Et le premier anniversaire de ce tournage sera au cinéma Grand Rex de Paris, 2005. J'y suis arrivée. Donc, tous ces détails vont vous être donnés en dessous de la vidéo. Je voulais aussi vous informer que le docteur Charbonnier est également le fondateur d'un institut de recherche sur la communication de la conscience intuitive extraneuronale. Et là aussi, donc, je vous mettrai des liens et donc on va écouter le docteur Charbonnier et toutes ces informations formidables qu'il a à nous donner. C'est encore une fois un honneur d'avoir le docteur avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Yvonne. Aussi donc d'être avec nous. Avant de commencer, j'aimerais dire que je crois que tu as écrit 18 ouvrages sur l'expérience de mort imminente. Je pense que ça, c'est vraiment remarquable. Il y a tellement à dire et je suis sûre que tu as encore énormément d'autres choses à expliquer, d'autres projets que tu vas nous expliquer là aujourd'hui, que tu as accompli à travers toutes ces années de recherche. Mais avant de parler des recherches sur les expériences de mort imminente, j'aimerais que tu te présentes, que tu me dises qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta profession. Enfin, on le sait, tu es le docteur Charbonnier, tout le monde le connaît, mais j'aimerais que ça vienne de toi, donc cette présentation de qui tu es avant tout. Qui est docteur Charbonnier? Ah, c'est une vaste question. Je ne le sais pas moi-même. Oh, voilà, on croit qu'on est qui on est, mais en fait, oui, parce qu'on a tendance à dire, oui, lui, il est pompier, il est machin, mais ce n'est pas ça la vraie question. On ne le saura que quand on sera de l'autre côté, qui on est. Voilà, qui on est et pourquoi on a choisi le rôle. Oui, pourquoi Voilà. Allez, et en fait, qui es-tu sur cette terre en ce moment? Ah oui, voilà. En ce qui concerne mes occupations favorites, je suis médecin anesthésiste réanimateur, toujours en exercice. Et ce métier prend de moins en moins de place dans ma vie puisque j'ai d'autres passions.
j'ai l'écriture qui prend de plus en plus de place, donc c'est vraiment devenu un deuxième métier puisque j'édite depuis ces dernières années entre 1 et 2 livres par an. Je suis très bavard, c'est vrai, mais c'est pas forcément des publications scientifiques, parce que des publications scientifiques, j'ai dirigé 2 thèses de doctorat en médecine sur les EMI, mais c'est tout. J'ai pas fait, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être un relais pour que le grand public accepte enfin ces expériences de mort imminente, parce que c'est ça qui fait le plus de mal, c'est que ces gens qui vivent ces expériences soient marginalisés. Et là, ils sont de moins en moins marginalisés parce qu'on en parle de plus en plus, parce qu'il y a des livres, parce qu'il y a des films, il y a des romans. Voilà. Donc, c'est vrai que dans pratiquement tous mes livres, que ce soit des romans ou les essais, on parle de ces expériences de mort imminente, que moi je préfère appeler expériences de mort provisoire. Provisoire. Alors pourquoi? Ça, c'est une bonne, on pourrait retransformer le mot. Je voulais savoir, Ouais. je sais que tu m'as dit, je crois que tu es anesthésiste, c'est ça, hein? Je suis anesthésiste réanimateur, oui. Alors je dis Alors, je voulais provisoire, savoir, peut-être il est-ce faut. que durant ton expérience professionnelle, tu as été confronté à des situations où les personnes t'ont expliqué qu'ils étaient partis pendant un moment, ou est-ce que tu as eu cette possibilité-là, ou comment t'es venue cette passion pour l'expérience de mort imminente, en fait? Oui, alors Deux c'est une questions. passion. Deux questions. Ouais, voilà. Je voudrais réagir d'abord sur la terminologie expérience de mort provisoire, Provisoire, parce oui. que ça peut choquer. Oui. Quand on parle d'expérience de mort provisoire, tout le monde dit NERDEF ou expérience Oui. proche de la mort, ou c'est imminent mais elle n'est pas. Alors que l'on sait maintenant, depuis les travaux de De Vries et Becker qui ont été publiés en mars 2001, que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Et ça, l'électroencéphalogramme plat, c'est la définition de la mort clinique. Pas la mort cérébrale, hein, qui elle est irréversible, mais la mort clinique. Donc, ces gens reviennent de la mort, parce que 15 secondes, c'est extrêmement court. Même dans les conditions optimales de surveillance des activités cardiaques, dans nos unités de soins intensifs et de réanimation, le temps que l'infirmière entende l'alarme sonner, qu'elle se précipite pour faire les premiers soins, massage cardiaque, enfin bref, qu'elle fasse repartir un cœur, ben les 15 secondes sont passées. Et que dire des arrêts cardiaques qui sont récupérés sur la voie publique ou à domicile par les SAMU? Vous n'avez pas ça aux États-Unis, mais on a des équipes médicales qui se déplacent et qui font des réanimations sur place. Et là, ce ne sont plus des secondes, ce sont des minutes. Donc oui, aujourd'hui, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on peut le dire, il y a des gens qui reviennent de la mort. Et donc, ce ne sont plus des expériences de mort imminentes ou nerfs d'expérience, ce sont des expériences de mort provisoire. Elles nous racontent ce qu'elles ont vu quand elles sont parties de l'autre côté et qu'elles sont revenues. Et en général, ça les a transformées. Et ça m'a passionné, c'est un sujet qui m'a passionné. Donc, oui, j'ai cette deuxième activité d'écrivain et j'ai une autre activité, alors celle-là qui se développe de plus en plus à tel point que ça va prendre l'intégralité de mon temps. Ce sont ces fameuses expériences que je provoque sous hypnose dans des ateliers que j'appelle transcommunication hypnotique. Et c'est à l'issue de ces résultats que j'ai fondé cet institut de recherche sur la conscience intuitive extraneuronale, où il y a avec nous des médecins, des psychiatres qui veulent nous rejoindre pour se former à cette technique incroyable qu'est la transcommunication hypnotique. Alors, on pourrait me dire, mais oui. Avant qu'on aille à ce sujet-là, il y avait l'autre question que j'avais posée, si dans ta vie… Ah oui, comment j'en suis arrivé là? Comment tu es arrivé là? Et aussi, si dans ta vie, lors de réanimation, certaines personnes ont osé partager qu'ils avaient vu quelque chose de différent pendant ce moment-là, ou non, ou c'est différemment que tu es venu vers l'expérience de mort imminente? Alors, à la fin de mes études de médecine, j'étais un abruti intégral, c'est-à-dire que j'ai été persuadé que nous n'étions que de la matière, Oui, puisque on vous répète ça à longueur d'années, et au bout de 7-8 ans d'études, on finit par en être persuadé. On nous dit que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques, et que quand la mort arrive, eh ben, puisqu'on n'est que de la matière, il n'y a plus rien, c'est le néant. Voilà. On nous dit ça. Donc, j'avais fini par le croire. Et je voulais m'installer comme médecin généraliste à la campagne. Tout était
calé pour que ça se passe comme ça. Mon épouse avait abandonné ses études de professeur de gym pour m'accompagner dans un travail de secrétariat, enfin, d'aide dans ce métier de médecin de campagne. Et puis, je me suis dit, quand même, avant de me lancer, je vais faire du SAMU. Alors, vous n'avez pas ça aux États-Unis, ce sont des équipes médicales mobiles qui se déplacent sur des accidents ou à domicile pour porter secours. Voilà. Donc, je me suis dit, ça sera la meilleure façon de me former pour les urgences. Et c'est au cours d'un de ces stages SAMU que ma vie a basculé complètement. Je me suis rendu compte que nous n'étions pas que de la matière, grâce à une expérience qui a dû durer 5 secondes. En fait, je devais réanimer un blessé qui était coincé dans une voiture. Et pour réaliser ça, il fallait que je lui trouve une veine, parce qu'il avait perdu beaucoup de sang. Il fallait remplir ses vaisseaux pour que le cœur ne s'arrête pas de battre. Et là, du fait de mon émotion, mon inexpérience, je n'y suis pas arrivé. J'étais très près de lui, c'était un jeune de 20 ans. Et là, j'ai vu s'échapper quelque chose de vivant. Enfin, je ne l'ai pas vu avec mes yeux, je l'ai senti. Une présence vivante et joyeuse qui partait de ce corps. Alors, ça peut sembler complètement fou, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et là, je me suis dit, c'est ça, on est quelque chose de vivant qui quitte le corps au moment de la mort. Et instantanément, je me suis rappelé de ce livre de Raymond Moody, Life After Life, que j'avais lu dans les années 70. Il est paru en France quelques années après, où des gens racontaient être sortis comme ça de leur corps. Je me suis dit, mais c'est ça, voilà, c'est ça que je veux étudier. Je veux être anesthésiste réanimateur et étudier ce sujet, parce que c'est quand même, on a envie de le crier, ça, une fois qu'on a reçu cette expérience. C'est un petit peu comme un expérienceur qui vit sa propre expérience. On a dit, mais la vie continue après, mais c'est chouette, c'est vivant et c'est joyeux, ça quitte le corps. Voilà. Et j'avais envie de partager ça. Alors, évidemment, mon épouse n'était pas très contente parce que elle s'était investie pour être mon aide. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit, je ne veux plus être un médecin généraliste, je veux passer le concours, il y a 3 ans d'études de plus, et devenir anesthésiste réanimateur pour étudier tout ça. Voilà. Et là, j'ai commencé comme ça, et puis j'étais très déçu parce que en neurochirurgie, il y avait beaucoup de gens qui vivaient ce genre d'expérience d'arrêt cardiaque et qui revenaient. J'avais presque envie de les secouer en leur demandant, alors vous l'avez vu le tunnel ou quoi? Vous l'avez vu la lumière? Ben non, personne, on peut pas dire ça, bien sûr. On peut pas questionner les gens comme ça. Et personne ne se confie à moi. C'est fou, mais les gens n'osent pas parler. Ils n'osent pas parler tout de suite. Souvent, ils n'osent même pas parler à leurs proches. Alors, en plus, quand la personne a une blouse blanche, c'est encore plus compliqué parce que les gens ont peur d'être psychiatrisés, être voilà, marginalisés. Donc non, c'est pas comme ça que j'ai recueilli les premières expériences. C'est pas comme ça du tout. C'est en écrivant ce premier roman qui s'appelle Coma dépassé, qui est pas, c'est pas du tout une publication scientifique, c'est un roman, Coma dépassé, où je parle de cette expérience, que les gens sont venus vers moi, trop contents de trouver un médecin qui s'intéressait à ça, en me disant, mais moi aussi j'ai vécu une expérience de mort imminente à telle année, ça s'est passé comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à collecter les expériences. Et puis au fil du temps, c'est vrai que les publications, les livres vous mettent en avant, vous passez à la télé, vous avez des émissions radio, on parle de vous dans les journaux, et ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige, et chaque publication, c'est l'occasion d'en remettre une couche, je vais dire. Donc d'être de nouveau sous le feu des projecteurs et de parler de ces expériences. Donc tant mieux, on en parle de plus en plus. Ça a commencé en 2001, au début un roman qui avait commencé à déclencher tout ça, et puis après, de fil en aiguille, j'ai collecté comme ça les expériences. Oui, donc tout ça est tellement intéressant. Jean-Jacques, comment parvenais-tu à vivre cette nouvelle réalisation qu'on n'est pas que de la matière et vivre dans un domaine médical où en fait tout est matière? Comment tu parvenais à combiner les deux formes de pensée tout au long de ta carrière médicale? C'est très difficile. Enfin, je ne sais pas aux États-Unis, mais en France, tous les médecins, enfin la majorité des médecins, ça change un petit peu maintenant, Oui. surtout avec les jeunes, mais sont des matérialistes purs et durs. Les jeunes médecins qui sortent maintenant sont différents. Et l'approche holistique, ils la comprennent mieux.
Je pense que c'est la solution, l'approche holistique, de dire que nous ne sommes pas que de la matière et que si la matière se dérègle à un moment donné, nous ne sommes pas que des mécaniciens, parce que on a tendance à penser que, par exemple, un cancer qui se développe, c'est Oui, un voyant rouge qui s'allume quelque part, oui, et nous, en fait, on s'occupe du voyant rouge, on l'enlève ou on fait de la chimiothérapie, on fait de la radiothérapie, et puis on s'étonne après parce que un autre voyant rouge s'allume et puis il y en a plein, mais parce qu'on n'a pas trouvé la vraie solution au problème qui est en amont de tout ça. Donc, toutes ces médecines holistiques qui sont reliées à finalement ce que moi j'appelle la conscience intuitive extra-normale, hein, une conscience supérieure, eh ben, on a tendance à les écarter alors on devrait travailler ensemble. Donc, j'ai souvent été invité par le Conseil de l'Ordre des médecins à m'expliquer sur mes recherches, à me justifier. C'est assez pénible parce que on a vraiment l'impression d'être dans une société qui est figée dans des dogmes et qu'on est dans une ornière, on ne veut pas du tout sortir du cadre, quoi. Alors que pour progresser, il faut sortir du cadre. Et je me suis dit, mais que faire de toutes ces expériences de mort provisoire, de tous ces témoignages il ne suffit pas de les collecter, il faut que ça aboutisse sur quelque chose de concret. Et j'avais envie donc de me servir de ces expériences pour que les gens aillent mieux, tout simplement. Et en fait, il y a eu une série de synchronicités qui se sont organisées pour que mon souhait soit exaucé en quelque sorte. Ça s'est passé il y a quelques années, il y a 5 ans de ça. Mon éditeur me dit, vous allez faire une tournée au Canada pour faire la promotion de vos ouvrages. Ça serait bien, puisque vous développez un concept de conscience analytique cérébrale qui, c'est le mental des orientaux, qui vient occulter la conscience intuitive extranormale, cette expansion de conscience que l'on a pendant les anesthésies générales, pendant les comas, pendant le sommeil ou pendant l'arrêt cardiaque. Ça serait bien que vous fassiez des workshops là-dessus. Et moi, je pensais que c'était impossible. J'allais quand même pas provoquer des arrêts cardiaques ou des anesthésies générales dans des ateliers. Voilà. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de volontaires pour ce genre d'expérience. C'est pas dit, mais pour des raisons éthiques, c'était impossible, non, non. évidemment. Alors, comment Je l'aurais jamais fait. C'est vrai qu'on est un peu plus ouvert en Amérique, mais pas encore autant, quoi, parce que il y a une personne ici qui est comment on dit en français encore, chirurgien de la moelle épinière. Oui, Neurochirurgien. français, même si c'est ma première langue, le fait de parler constamment en anglais, je perds le français. Donc, merci pour ta patience. Donc, un chirurgien de la moelle épinière et elle est passée à toutes les télévisions. Elle est très connue. Elle a écrit un livre, mais quand elle est retournée à l'hôpital, personne ne lui a mentionné son livre ou son sujet de mort. Quand elle a expliqué sa propre expérience de mort imminente sur toutes les télévisions américaines, personne, si tu veux, dans l'hôpital, tous les médecins, personne n'a abordé le sujet, jamais. Donc, je veux vraiment. C'est vrai qu'il y a encore du travail dans le milieu médical, même ici aux États-Unis. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'est intéressant. Tu parlais justement de la synchronisation, après toute cette expérience que tu as vécue, ces réalisations qu'on n'est pas matière uniquement, et puis cette invitation au Canada à faire ces expériences spontanées. Tu peux développer ça? Oui, donc en revenant de chez mon éditeur, où j'avais vraiment gommé l'idée de faire des workshops sur cette dissociation de conscience, la solution m'arrive dans l'avion. Voilà, dans l'avion, je suis assis à côté d'une personne qui s'est endormie et sur ses genoux, il y a un article qui peut-être l'avait endormi. Le titre de cet article, c'était l'hypnose de point, la solution à tous vos problèmes. Ah, j'ai dit merci, c'est un beau message. J'ai des amis anesthésistes qui sont férus là-dessus pour opérer sans produits chimiques. On fait des anesthésies sous hypnose maintenant. Et donc, je me suis formé à cette technique. Et puis ensuite, donc, j'ai fait ces premiers ateliers de transcommunication hypnotique au Canada. Ça avait pas trop mal fonctionné, mais il n'y avait pas les résultats qu'il y a maintenant. Donc, en gros, hein, que j'explique un petit peu,
Je crois que c'est un petit peu ce que tu fais aussi. Donc, on a été connectés peut-être à la même source d'inspiration en même temps, par des Oui, chemins oui, c'est différents. formidable. Hein? Parle-en et puis après, j'en parlerai aussi. On essaye d'amener, Oui, par une technique d'hypnose classique, on essaye d'amener les gens à connaître cet amour inconditionnel qu'ils rencontrent dans la lumière, par un voyage suggéré avec une musique spéciale. Donc il y a des casques, il y a des sons avec des infrabasses, et puis il y a ma voix qui arrive avec les techniques d'hypnose classique qui arrive à amener ces gens. Donc ce sont des ateliers qui regroupent 43 personnes. Chaque atelier dure à peu près 4 heures. Il y a une première phase de préparation. L'hypnose en elle-même dure 1 heure et demie, alors qu'au début, c'était plus 10 minutes qu'une heure et demie, 1h25, 1 heure et demie, maintenant, actuellement. Et les gens ont des expériences fabuleuses quand même. Ils reviennent de ces ateliers, quelquefois complètement transformés, en nous disant il y a un avant et un après TCH, transcommunication hypnotique. Et c'est uniquement le bouche à oreille qui fait que ces ateliers ont ce succès incroyable. Pour donner un ordre d'idée, le 14 juillet à minuit, on met en place 71 ateliers de 43 personnes. 48 heures après, 3053 places sont parties. Complet, tout complet, en 48 heures. Donc ça veut dire quand même que les gens vivent des choses. Ils vivent des choses un petit peu comme dans l'expérience de mort provisoire. Ils ont des contacts avec des défunts, ça les apaise considérablement. Ils ont des visions de leur vie antérieure. Les défunts qui se présentent, quelquefois, leur donnent des messages qu'ils vérifient ensuite et il s'avère que les messages qu'ils ont reçus sont exacts. Et puis, c'est apaisant. Donc, moi, je dis, ces gens vivent des états de conscience modifiés, ce sont des vécus subjectifs. Je ne fais pas de prosélytisme, ni rien du tout. Je m'en suis expliqué au conseiller de l'ordre, parce que le conseiller de l'ordre, à un moment donné, me prenait pour une sorte de gourou, ce que je ne suis absolument pas. Je suis là pour faciliter cette connexion à cette expansion de conscience. Donc, je fais remplir des questionnaires à la fin. On a déjà étudié le premier millier j'allais dire d'expérienceurs, non, je les appelle les TCHistes. Et sur le premier millier, 67% des personnes disent avoir été connectées avec un ou plusieurs défunts déjà. Donc moi je dis pas c'est vrai, c'est pas vrai. Je dis ces gens vivent des expériences comme les expériences de mort imminente ou provisoire. Ça leur fait du bien. Je crois que ce sont les exemples qui sont le plus parlants. Une femme est sous antidépresseur anxiolytique depuis 3 ans parce qu'elle a perdu son mari. Elle pense que son mari s'est suicidé. Il y avait de fortes raison de penser qu'il s'était suicidé, puisqu'on avait retrouvé sa voiture écrasée contre un arbre sur une ligne droite sans aucune trace de freinage. Sous hypnose, elle voit apparaître son mari qui lui dit non, pas du tout, je ne me suis pas suicidé, j'ai fait une fausse manœuvre. Je voulais attraper mon sac qui était par terre pour attraper des cigarettes. Et c'était un accident, c'était pas du tout un suicide. Donc cette information-là a guéri cette femme. Et depuis, elle ne prend plus aucun traitement avec l'aide de son médecin. On a pu la sevrer de son traitement. Donc voilà, les gens qui sont dans la souffrance du deuil ou dans les angoisses de la mort, on fait quoi? On leur donne des antidépresseurs, des anxiolytiques ou des séances psy qui durent des années quelquefois et c'est pas aussi efficace parce que là c'est 4 heures quand même d'atelier, c'est pas beaucoup, hein, 4 heures pour trouver une solution. Alors évidemment ça marche pas à tous les coups, il y a des gens qui n'ont rien du tout, ça existe aussi. Donc, mais à la fin il y a la circulation du micro. Maintenant on fait avec une perche à cause du Covid, mais on fait circuler le micro quand même, où les gens s'expriment. Ils s'expriment et ils disent ce qu'ils ont vécu. Et ceux qui n'ont rien vécu, ils entendent au moins ceux qui ont eu des expériences. Et ça, vraiment, entendre ces expériences, ça a une valeur thérapeutique. C'est comme mon collègue Éric Dudois à la Timone à Marseille, il fait écouter les récits des expérienceurs dans les soins palliatifs. Et ça a une action thérapeutique. Ça apaise par rapport à la douleur du deuil. Et ça apaise par rapport aussi aux souffrances de sa propre finitude. Quand on est à la fin de sa vie et qu'on a peur, eh ben, d'entendre ces récits, franchement, ça fait du bien. Voilà, j'essaye, je fais tout pour que cette TCH soit un jour acceptée par le monde médical classique, on va dire, comme étant une thérapie acceptable. Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre maintenant avec mon expérience sur la méditation que je fais. Et, Qui ressemble d'ailleurs, hein.
Pardon? Qui ressemble tout à Semble fait à très ce que vous très avez. fort, c'est vraiment Ouais, ouais, ouais. c'est incroyable. Et je me dis, c'est pas une coïncidence qu'on puisse parler de ça ensemble, quoi. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce que tu viens de dire sur tous ces ateliers de connexion. Moi, j'appellerais ça de connexion avec l'au-delà que tu organises. C'est vraiment ce que le monde a besoin actuellement. Si tu veux, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce procédé parce que j'appelle ça un voyage. C'est similaire à ce que tu fais, mais pas tout à fait. C'est moins intensif puisque c'est juste, je propose un voyage de quelques minutes, d'une 5-10 minutes, et j'emmène les personnes qui n'ont jamais vécu d'expérience et qui voudraient en fait sentir les impressions. Qu'est-ce qu'on ressent quand on part sans effectivement mourir et vivre toutes les souffrances avant la mort provisoire, comme tu dis. Et donc, j'ai fait une vidéo ici récemment que j'ai visionnée pour l'ouverture de la dernière conférence IANS en août dernier. Et donc, en général, les personnes comme toi, ils apprécient ça énormément parce qu'en fait, les personnes visualisent l'expérience de départ. Donc, la première, c'est le départ. La deuxième vidéo, ce sera dans la lumière avec Dieu. Et la troisième vidéo, c'est le retour sur Terre, malheureusement. Mais avec une connaissance de ce qu'on a appris dans la lumière, les raisons pour lesquelles on était sur Terre. Et donc, là, on n'a fait que la première, mais je vois aussi que, comme toi, que les gens sont vraiment émus, surtout les experienceurs. Les experienceurs, quand ils écoutent ce voyage, généralement ont aussi les larmes aux yeux, parce qu'ils me disent toujours, j'ai l'impression que j'étais de nouveau à la maison, que j'étais retournée à la maison. Donc, finalement, je trouve que c'est vraiment formidable ce que tu fais. J'aimerais vraiment participer un jour à cette séance. Après le Covid, après toutes ces expériences tristes qu'il y a dans le monde actuel, si on se rencontre un jour en personne, ce serait assez intéressant. Donc, L'objectif étant le même, en tout cas. l'objectif est le même. L'objectif, c'est Mm. d'aider l'humanité, c'est d'encourager, c'est de faire quelque chose. Comme tu me disais que, en fait, le fait que tu as été en contact avec toutes les histoires, toutes les expériences, toutes les histoires relatant les expériences de mort imminente, et sans doute aussi en contact avec les expérienceurs qui sont certains émanent cette présence de l'au-delà. Ça t'a transformé toi-même. C'est comme si tu avais vécu une expérience de mort imminente. Eh bien, tu sais qu'aux États-Unis, c'est pareil. C'est ça qui est formidable, c'est de comparer ce que tu fais aux États-Unis, tes recherches que tu fais en France, je veux dire. Ici, on les fait aussi aux États-Unis. C'est pour ça que c'est formidable de connecter les deux. De connecter les deux. J'espère que tu pourras venir aux États-Unis nous parler de tes recherches, de tes expériences. Et en fait, si tu veux, je ne pense pas que même aux États-Unis, il y en a beaucoup qui font ce que tu fais actuellement. Et ce que je fais, je crois que je suis une des premières qui le fait aussi. Donc, c'est assez encourageant de pouvoir vraiment apporter, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'expériences sur le net, il y a beaucoup d'émissions qui ont été faites, ça fait partie des films actuellement. Mais ce que j'ai à cœur vraiment, et il semble que c'est toi aussi, tu as ça à cœur, c'est bon, il y a eu toutes ces expériences, mais qu'est-ce qu'on peut offrir au monde à travers tout ça? Comment est-ce qu'on peut être aussi un cadeau pour l'autre, une bénédiction pour le monde, en fait, aussi, quelque chose qui apporte au monde, aux personnes qui vont nous écouter, on peut leur apporter. Au-delà de parler de notre expérience qui était incroyable, formidable et qu'on n'oubliera jamais, il sera toujours ancré en nous tous les jours de notre vie. Je crois qu'une des missions, c'est aussi de donner, de partager. Et ça, c'est une belle façon que tu fais et que j'espère que je fais aussi, de partager cette expérience pour que les gens puissent être encouragés et ne pas vivre dans la peur, savoir qu'il y a quelque chose après. Est-ce que tu fais encore ces expériences, ces ateliers aujourd'hui? On peut continuer à faire ces ateliers de 43 personnes. Et on a maintenant plus de 14 000 participants, donc c'est quand même un chiffre assez conséquent de TCHistes qui ont eu des expériences avec chaque fois un questionnaire qui a été rempli. Et on a, dans notre institut, on va mettre en place un système de formation. On a déjà plus de 1000 personnes qui veulent être formées à la TCH. Et parmi ces personnes, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de psychiatres,
il y a beaucoup de psychologues, de personnes qui travaillent dans les soins palliatifs. Ben, quand ils ont vu les résultats qu'on obtenait, ils ont eux aussi envie de faire cette technique. Donc voilà, on va les former, bien sûr. Il y a un formateur qui va venir avec nous. Ça fait beaucoup de monde parce que déjà, quand on fait ces ateliers, on se déplace avec un camion entier de matériel, puisqu'il y a tous les sièges, les transats, il y a le matériel audio avec les casques, avec la table de mixage. Enfin, il y a des grosses caisses qu'il faut installer. Il y a 2 heures d'installation pour chaque atelier. Et est-ce que, Donc, je voulais savoir aussi, Jean-Jacques, à quel rythme vous faites ces ateliers mensuellement, tous les 2 mois? Quel est le rythme? Et c'est toujours au même endroit? Vous allez dans différentes villes? oui, alors on se déplace parce que c'est vrai qu'on pourrait faire les ateliers à Toulouse, hein. On avait d'ailleurs commencé comme ça, et puis les gens venaient, hein, de toute façon. Mais on n'avait pas envie de laisser sur la touche des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui ne peuvent pas prendre la voiture, ou des avions. Il y a le prix de l'hôtel en plus. Donc voilà. Donc on a dit, on va faire les choses différemment. On va tout mettre dans un camion et on va faire les grandes villes de France. Donc, on a fait le tour plusieurs fois, puisque c'est la 5e année qu'on tourne. On est allé en Belgique, on est allé en Suisse, on est même allé au Canada. Alors, voilà, on n'est pas encore venu aux États-Unis parce que je sais qu'il y a une communauté à New York de francophones qui nous a contactés pour qu'on vienne là-bas. Donc, peut-être qu'on pourra venir faire ces ateliers là-bas avec joie, hein. En Espagne aussi, il y a une communauté française qui veut bien nous accueillir, et aussi au Japon, il y a une communauté française qui voudrait nous accueillir. Alors vraiment, on est au début. Comment s'appelle cet atelier? La transcommunication hypnotique, TCH. TCH. Transcommunication hypnotique, oui. Alors, avec le recul, je ne l'aurais pas appelé comme ça, parce que je me rends compte que c'est le mot hypnose qui fait peur. Parce qu'on a l'impression qu'on va être voilà, sous la direction de quelqu'un qui va avoir l'emprise sur toi, tu vois, qui va te faire faire un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu Il y a eu tellement de manipulations. Il y a pas mal, je ne sais pas s'il y en a aux États-Unis, il doit y en avoir aussi, mais il y a pas mal de shows comme ça, où on voit une personne qui voilà, fait faire un petit peu n'importe quoi sur scène à d'autres participants. Et en fait, c'est une facilité déconcertante, hein, parce que, évidemment, ils sont sous hypnose, mais ce sont des gens qui sont facilement dans la suggestion. Donc, on arrive à les localiser sur un public de 2000 personnes. Facilement, on va en trouver une centaine qui est capable de faire ça. Il y a des facilitants qui montent sur scène et qui reproduisent les gestes à faire. Enfin, il y a tout un tas de trucs, hein, qu'on connaît bien. Dans l'hypnose de rue, on sait faire aussi ce genre de choses. Mais c'est pas ça, l'hypnose. Enfin, en tout cas, la transcommunication hypnotique, c'est pas du tout ça. On n'a pas du tout, tout n'est pas dans la suggestion. Il y a des expériences incroyables, il y a des messages très précis qu'on ne peut pas suggérer. Quand, par exemple, un défunt se présente et dit il faut aller fouiller dans tel et tel meuble parce que vous allez trouver des documents importants et que la personne le fait et qu'elle les trouve, ça peut pas être dans la suggestion. Voilà, ce sont des expériences subjectives, mais qui font du bien aux gens, qui apaisent la douleur du deuil et qui apaisent les angoisses liées à la mort. Donc on voit bien les débouchés que ça peut avoir. En psychiatrie, on a beaucoup de dégâts avec des deuils qui ne sont pas gérés, et on a aussi ça dans les soins palliatifs, puisque en fin de vie, il y a des gens qui sont terriblement angoissés devant l'échéance finale. Donc ça peut être très très positif dans une démarche thérapeutique et médicale, c'est là. Et c'est pour ça que je veux que cette technique soit insérée dans l'arsenal thérapeutique médical, puisque on ne sait pas traiter ce genre de choses, mis à part les neuroleptiques, les anxiolytiques ou les antidépresseurs. Voilà. Dans le milieu hospitalier aux États-Unis, on commence à comprendre que l'énergie est importante pour certaines guérisons, pour certains bien-être. Et donc, les hôpitaux commencent à s'ouvrir au Reiki, donc aux énergies alternatives pour aider le patient à adoucir leur souffrance. Donc, on commence à s'ouvrir ici au phénomène que l'énergie, on n'est pas que
que matière, mais on est aussi énergie. Et donc, il y a une ouverture qui commence, mais très, très graduelle à se faire. Et on a aussi évidemment des médecins comme Eben Alexander et d'autres, et Marie Neal, qui sont quand même des bons porte-parole au niveau médical. Ils sont à la télévision régulièrement. Donc, les gens commencent à s'ouvrir à ça. Moi, je trouve que, je ne veux pas parler d'un autre sujet, on peut revenir sur ton sujet, mais je trouve que ce serait tellement bien si on pouvait créer un protocole pour les hôpitaux, que les infirmières, lorsque quelqu'un a eu une crise cardiaque ou une opération où il y a eu un moment de, je ne sais pas comment on dit en français, en anglais on dit flatline, où la personne a eu une interruption de vie, ce serait tellement bien d'avoir un protocole qu'après l'infirmière puisse poser des questions qui sortent de l'ordinaire et donc permettre à la personne de pouvoir en parler. Généralement rediriger vers le département psychiatrique. Mais as-tu parfois des expérienceurs qui sont intéressés à participer à ces ateliers? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a. Alors, ce qu'ils disent, s'il fallait que je résume, hein, Oui, oui, oui. en gros, parce qu'il y a différentes réactions, Oui. mais euh, ils retrouvent le chemin qu'ils ont connu, mais c'est jamais aussi fort. On n'a jamais eu Non, c'est sûr. d'expérienceurs qui nous ont dit oui, j'ai reconnu un petit peu le chemin, mais c'était pas tout à fait aussi fort, notamment dans l'amour inconditionnel, quand on est au stade de la lumière d'amour inconditionnel. Là, je les laisse facilement 7 minutes dans cet amour inconditionnel, après les avoir conditionnés pour le coup à y être, et avec la musique adaptée. Et les infrabasses, pas Justement, mal la musique. d'infrabasses. Quel genre de musique vous choisissez en fait? Alors, c'est une musique qui a été fabriquée par celui qui me seconde et qui est aux manettes, qui est Étienne Dupont, il s'appelle. Okay. Marc Leval, c'est celui qui s'occupe un petit peu de décontracter les gens. C'est un homme de communication. Il a travaillé pour les grandes chaînes de télévision en France et vraiment, c'est un bon communicant. Et il est tout à fait apte à faire ce travail. Et lui, alors, c'est un musicien, ingénieur du son, et il a une table de mixage avec, voilà, il fait jouer les infrabasses, il fait passer le son en alternant l'oreille droite et l'oreille gauche pour donner un effet relief. Et c'est Donc une il est là musique en qui... personne aussi, il est là en personne aussi, ou bien c'est une musique? Ah, il est là, oui, 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 non, Ah non, il est d'accord, là. d'accord, c'est Tout pas. est en direct, hein. Il y a pas de bande enregistrée, tout est fait en direct et il n'y a aucune séance qui se ressemble parce que c'est en fonction des énergies de la salle. On change en permanence le texte. Moi, je dis jamais la même chose. Je ne lis aucun texte, donc je me laisse porter par les énergies. Il faut que je sois moi aussi dans les énergies parce que sinon, ça serait, il suffirait de faire passer un disque avec mon enregistrement. Non, je suis pas du tout dans ce truc-là. Donc c'est vrai qu'on a tout un système maintenant on se connaît bien avec Étienne. Au début, je lui faisais des gestes, maintenant même plus. Il sait dans les intonations de ma voix comment, à quelle étape je suis, ce que je veux faire, où je veux aller. Il connaît tout ça, donc il anticipe avec sa table de mixage les sons. Et c'est sa musique à lui. Le temps finalement, parce que tous Ah ces oui. tours de ces personnes-là justement qui vous donnent leurs impressions, donc permet d'améliorer, d'être plus. Tu me disais, je voulais vraiment revenir sur ce que tu disais. C'est vrai, c'est normal ce sera toujours normal que durant les expériences, on parviendra jamais à revivre, l'expérienceur parviendra jamais à revivre vraiment l'expérience de l'après-vie parce que il y aura toujours, malgré l'intensité, le succès que toi ou moi on fait, si tu veux, se retrouver dans l'après-vie complètement, c'est revivre une expérience de mort, comme tu disais, provisoire. Donc là, on n'est pas en état de mort provisoire, et ce qui ne permet pas d'avoir la même immersion, si on veut, la même immersion de l'expérience. C'est un autre monde, c'est une autre dimension tout à fait, quoi. Donc, on est totalement
retiré de cette dimension, alors que je suppose que dans ton expérience, les personnes sont encore ici, mais parviennent en même temps à se connecter avec l'au-delà. Donc, c'est deux. Mais ils arrivent mieux que les En autres. tant qu'expérienceur, parce que j'ai eu 2 expériences de mort imminente, et même lorsque mes amis expérienceurs ont écouté mon enregistrement, les personnes sont en larmes. Mais c'est bien que ce sera jamais comme à la maison, à la vraie maison, quoi. Donc, mais c'est très, très proche, quoi, finalement. Mais écoute, est-ce que tu veux un petit peu clôturer et puis après, on pourra peut-être parler euh, de tes contacts avec les expérienceurs. Je vais peut-être poser des questions en général les expérienceurs se posent, et que si tu pouvais peut-être dire si tu as pu faire tout au long de ces années, quelle est ton impression en tant que médecin, mais aussi en tant que chercheur finalement à ce niveau-là? Ce serait sympathique, quoi. Vas-y, continue. Je voudrais surtout te donner l'occasion de clôturer cette explication qui est assez fascinante. Oui, alors pour les expérienceurs, effectivement, ils connaissent le chemin déjà. Oui. Donc, on a des résultats avec eux qui sont beaucoup plus probants qu'avec ceux qui ne méditent pas ou ceux qui ne sont pas déjà médiums. Par exemple, 96% des médiums qui participent à nos TCH ont des contacts avec les défunts, alors que c'est que 67% dans la population du tout venant. Les gens qui méditent, qui ont l'habitude de méditer, ils décollent plus facilement que les autres. Et les expérienceurs aussi, parce qu'ils connaissent la route. C'est un petit peu comme quand on veut aller quelque part, hein, on se trompe de chemin, on fait des allers-retours, et puis d'un seul coup, tout à coup, on trouve le bon chemin. Et bien après, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on sait par où il faut passer. Donc, la TCH peut être un des moyens. Il y a aussi, c'est rare, mais ça existe, des expérienceurs qui ne vivent rien du tout lors des TCH. Ça existe aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Alors ils disent, je les interroge, ils disent, j'étais tellement sûr que ça allait marcher, que j'allais me retrouver que j'étais très déçu que ça soit aussi fade et que ça soit aussi Ouais. que ça se passe pas, quoi, finalement. À Donc, mon ils sont avis, déçus. ils avaient une expectative qui était beaucoup trop. Oui. Ils pensaient Quand qu'il on y met avait la, quand on met la barre trop haut, c'est vrai qu'il y a, pour tout expérienceur, il y a le mal du pays, du vrai pays, quoi. oui, Donc, oui, dans oui, oui. l'au-delà. Il y a ce mal qui est là quotidien, parce que, en fait, cette réalité qu'on a vécue dans l'au-delà est beaucoup plus grande que la réalité qu'on vit ici. Et Et malgré surtout, si on leur montre une pâle copie de ce qu'ils ont vécu, ils sont Oui, déçus, voilà. forcément. Alors, il y a Hein? une déception. On dit oui, mais alors que je ne pense pas qu'on pourra revivre à 100% cette expérience, à moins que l'au-delà décide de nous connecter et de nous prendre en voyage. Tu vois, donc à ce moment-là, effectivement, je ne pense pas que. Mais en fait, c'est déjà bien d'essayer d'aider les personnes à avoir Par contre, il y a aussi l'inverse. Il y a des personnes qui ne... un aperçu intense, on va dire, de Il y a l'expérience. il y a des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à ce genre de démarche et qui reçoivent l'expérience de leur vie. Voilà, Alors, voilà. je crois que ce qu'il faut, c'est donner un exemple. Il y avait un chauffeur routier qui avait été donc désigné pour faire, je dis désigné parce que c'est ses amis qui avaient fait comme une sorte de joke, quoi, un gag, qui avait offert une place de ces ateliers. Alors lui, vraiment, il est venu dans cet atelier comme un extraterrestre, quoi. Il dit mais qu'est-ce que c'est tous ces gens? Il s'est demandé si c'était pas une secte ou quoi que ce soit. Il nous l'a dit après. Et il s'attendait à rien. Évidemment, il est venu faire l'expérience parce qu'il a, bon, il a eu ce cadeau. Il a dit voilà, je vais faire l'expérience. Et il était en larmes à la fin. Et il nous a dit, je ne savais pas que c'était possible de recevoir autant d'amour quand j'étais dans la lumière. Et en plus, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma maman. Alors c'était un type costaud, voilà, il devait peser plus du quintal. Hein, et de voir ce monsieur aussi ému, ben, c'était beaucoup plus fort que de voir quelqu'un qui était habitué à connaître le chemin et qui l'avait retrouvé. C'était quelqu'un qui avait vraiment trouvé ce chemin. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent, il y a avant TCH et l'après TCH.
Il y a des gens qui disent, ben non, je sais pas comment il faut faire pour méditer. Voilà. Ils ont été connectés et une fois qu'on est connecté, après c'est beaucoup plus facile. On n'a pas à y revenir 100 fois pour connaître le chemin. Et Donc en si ça fait, peut apporter ça je aux me gens, tant dis, mieux. oui, donc non, c'est très très beau ce que tu fais, ce don à l'autre. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le don, c'est la mission terrestre que tu as trouvée pour aider les autres autour de toi. Et je pense que, tu vois, comme tu dis, si on médite ou d'autres prient, tu aides ces personnes à se connecter à la lumière, créateur, Dieu, source, comme les gens l'appellent. Et ta famille dans tout ça, dans ta famille, comment est-ce ils ont réagi à ton intérêt sur l'au-delà? Je veux dire, ils sont avec toi dans le parcours ou ils se pensent, bon, Ah oui, 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 totalement, oh, totalement. c'est formidable. Donc, Totalement. Mon fils Laurent, il a des messages extraordinaires, très surprenants. Par contre, il a fait la TCH et il dit, ben, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était toi, papa, qui parlait. Et oui, parce qu'ils ça te m'a connaissent bloqué. vraiment Ça bien. m'a bloqué. Voilà. Mon autre fils, ça a très, très bien fonctionné. Il est transformé depuis son atelier de TCH. Mais voilà. Et pourtant, ce sont des jumeaux. Ils ont été élevés pareil. Le même capital génétique, a priori. Donc, vous voyez. Je voulais passer à un petit sujet un petit peu différent là, mais qui est toujours lié à l'expérience de mort imminente. Je voulais savoir, euh, lorsque tu as eu des contacts avec les personnes qui ont eu une expérience de mort imminente, quelle est ton observation générale des personnes? Comment sont ces personnes? Comment tu les perçois? Tu trouves que ces personnes sont différentes? Si oui, quelles sont les différences? Tu pourrais un peu expliquer ton impression en tant que non-expérienceur, mais aussi en tant que chercheur et médecin? Moi, je résumerai les choses en disant que ce qui est le plus important dans l'expérience, telle que tu l'as connue toi aussi, euh, toi, tu as eu une expérience en plus assez, Oui. je veux dire, particulière avec Jésus, etc. Mais il n'y a pas forcément ça. Ce qui est Tu- étonnant, oui. ah ben, il y a un changement radical de la personne qui peut être observable et qui peut être. Je crois qu'on a pu dire que, je ne sais plus quel chercheur avait publié ça, qu'il y avait 60% de divorces dans les 10 ans qui suivaient une expérience. On en est à Tout simplement 70, parce que on en est à 70 aux États-Unis. à 70, voilà, oui, ben, voilà. Ah Dans les oui. 10 ans qui suivent, ben, bien sûr, parce que la personne, surtout si la personne était ancrée sur des valeurs matérielles qui étaient le moteur de l'existence, ben, la personne qui est dans l'amour inconditionnel elle revient, elle dit, mais c'est quoi le plus important dans la vie, dans notre mission terrestre? Mais c'est de donner de l'amour aux autres. C'est ça le plus important. Oui. J'ai un ami aux États-Unis, il travaillait en pharmacie, en produits pharmaceutiques Ouais. et gagnait de l'or en barre. Il avait, tu sais, à l'américaine, la superbe grande maison, piscine, et sa femme avait vraiment un train de vie magnifique. Et puis ensuite, il a une expérience de mort imminente et il décide de transformer sa vie, il veut devenir infirmier maintenant. Mais alors, tu vois, aux États-Unis, Ouais, mais ça m'étonne pas. entre être infirmier et il gagne un dixième du salaire, quoi. Donc, du coup, la femme, son épouse, a dit bah, je ne suis pas mariée avec quelqu'un qui était infirmier, et moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, il y a eu le divorce. Puisqu'il gagnait plus autant, il ne pouvait plus lui donner le train de vie qu'elle avait. C'est vraiment gros comme exemple. Mais c'est pour dire, c'est vraiment typiquement américain, sans doute. Non, Mais, non, 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 pas du tout. en fait, C'est universel. c'est une... C'est universel. On retrouve les mêmes attitudes. Non, mais c'est vrai, on retrouve les mêmes attitudes. Les gens qui ont connu l'amour inconditionnel, Ouais, eh ouais. ben, les amours terrestres, c'est peanuts. Le problème, c'est ça. C'est que quand tu as une relation amoureuse, et on est tous, il y a beaucoup de célibataires dans les expérienceurs, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que après ton expérience, tu as connu l'amour inconditionnel. Parfait. L'ultime niveau de ce que signifie l'amour inconditionnel. Tu as baigné dedans, tu es devenu amour inconditionnel. Enfin, tu as vu Christ, tu as ressenti Dieu, tu as ressenti toutes les dimensions glorieuses de toutes sortes de divinités. Je veux dire,
tu as vécu dans un monde qu'on ne peut même pas expliquer. On essaie d'expliquer, mais c'est très pâle. Quand on explique notre expérience de mort imminente, on est même frustré parce qu'on se dit, c'était tellement plus intense. Je ne l'ai pas connu, mais je le comprends. Tu le Mais comprends? les amours terrestres sont très conditionnels. Même Voilà, l'amour c'est ça. C'est ça. mais l'amour fusionnel d'un couple, par exemple, l'amour Voilà, fusionnel d'un couple est très conditionnel. Je te donne mon amour à condition que tu me donnes le voilà, tien. c'est Si très je n'ai plus le tien, conditionnel. tu n'as plus mon amour. Et en fait, quand l'expérienceur revient, nous, on a connu l'amour inconditionnel. On n'a plus besoin de comprendre ce que c'est. Donc, il y a une paix qui s'installe. Et quand on est dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas eu une expérience de mort imminente, euh, la personne qui n'a pas eu l'expérience a l'impression qu'on est détaché, parce qu'on n'est plus dans cette codépendance. On donne à l'autre l'espace pour s'épanouir et nous, on a besoin de beaucoup de temps seul aussi pour se régénérer. Et puis alors, tout a changé aussi puisque on n'a plus envie de regarder des films qui sont soit violents, horribles et tout. Tout est dans la douceur, tout est dans l'amour, les films d'amour, les films comiques, la musique doit être transcendante. En fait, si tu veux, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu une expérience de vivre avec quelqu'un comme nous, parce en plus, on est obsédé par notre expérience, on va en parler toutes les semaines. Et, Permets-moi de te poser une question, Yvonne. oui. Est-ce que tu es mariée, tu es en couple? Non, Comment non, ça se non, passe? ça marche, c'est très difficile en fait, parce qu'en fait, si tu veux, euh, Donc, tu fais partie des 70%. Voilà, mais oui, c'est ce que parce je que voulais dire. oui, voilà. Alors, je vais te raconter une histoire. Donc, je vais te raconter une histoire qui est assez amusante, et qui est assez amusante, que je raconte souvent quand je partage. Parce qu'ici, je suis invitée très souvent dans différents groupes pour parler de mon expérience aux États-Unis. Je suis très intégrée dans le monde NDE. Et en fait, à un moment donné, donc, j'avais rencontré quelqu'un. Et donc, c'est pour raconter, mais c'est un peu ce que l'expérienceur vit en général. Quand on revient de notre expérience de mort imminente, c'est comme si on a été reformaté quelque part, dans le sens qu'on n'a plus toutes tu sais, comme tu disais, cet amour conditionnel. Ah, je vais faire ça, mais s'il ne fait pas ça, je vais lui tirer la tête, et puis je vais lui dire ça, et puis on va se disputer. Donc, on est devenu, quand on revient d'une expérience que tu as vécue dans l'amour, tu redeviens comme un enfant. Beaucoup d'expérienceurs, parce que moi j'ai beaucoup étudié les effets secondaires de l'expérienceur. C'est mon domaine, Est-ce qu'ils sont, ils je sont présente peut-être plus beaucoup. sensibles aussi, Voilà, non? Plus sensibles. plus sensible et plus pur quelque part. Pas pur, mais plus naïf, on va dire plus naïf. Oui, naïf. Plus naïf parce que si tu veux, c'est comme un ordinateur qu'on a retiré les bugs, les virus, et on a remis donc à neuf, et on arrive tout innocent comme ça dans l'expérience, et alors on donne, on aime, on ne pense pas qu'est-ce que je vais recevoir de ça, tu vois, on n'essaye pas d'obtenir quelque chose pour soi. On donne avec joie, comme inconditionnellement. Et donc, en fait, ça crée toutes sortes de situations. Beaucoup d'expérienceurs, pas dans les relations amoureuses, mais en général, se font avoir régulièrement au début. Les gens profitent de leur expérience pour se faire. Et donc, finalement, donc, je raconte cette expérience on essaie tous, les expérienceurs, de rencontrer quelqu'un. Ça marche très rarement, à moins que ce soit deux expérienceurs ou quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience, mais qui connaît ce que c'est une NDE et qui connaît tous les effets secondaires et qui comprend l'expérienceur. Ou alors qui est religieux, qui connaît Dieu de très près ou qui fait de la méditation. Quelqu'un de spirituel en fait, de très accro au spirituel, pas juste un petit peu. Et donc, je rencontre cet homme, et donc ici aux États-Unis, donc comme tout le monde, on a des opportunités. Et donc, il m'invite 2, 3 fois au restaurant, on discute, et puis à la troisième fois, je lui dis quand même, parce que moi, on le dit tout de suite, parce qu'autrement, c'est pas la peine d'essayer de rentrer dans une relation, de le dire après, parce que c'est quand même intense. Et alors, je lui ai dit, bon, bah, écoute, j'ai eu une expérience de mort imminente, je ne sais pas si tu connais. Alors, il te demande d'expliquer, tu expliques, tu vois, je suis allée dans l'au-delà. Et tu attends la réaction pour voir s'il ne se dit pas, bon, elle est complètement dingue. Et alors, généralement, ils sont intrigués. C'est toujours comme ça, pour tous, hein, pas que pour moi. Ils sont intrigués, les personnes, que ce soit hommes et femmes, ils sont intrigués. Oh, wow, c'est formidable, c'est incroyable. Ils posent des tas de questions. Et puis après, bon, donc quelquefois, et puis un jour, il me dit, bah, tu veux venir manger chez moi? Je vais préparer un repas. Je dis, d'accord.
Et donc, il avait préparé un superbe repas. Et à un moment donné, il me dit, tu veux regarder quelque chose à la télévision? Alors, c'est un autre truc, les expérienceurs, on n'a plus beaucoup d'intérêt de regarder la télévision, à moins que ce soit des films choisis, des émissions choisies. On est très curieux, mais pour tout ce qui est sens de la vie, sens de l'univers, moins tout ce qui est superficiel. Et moi, je dis oui, parce qu'il faut s'accommoder. Je dis oui, oui, bien sûr, regardons un film. Et donc là, on regarde, on est devant la télé et sa télé s'arrête de fonctionner. Et donc, je sais que c'est parce que je suis là, parce que tu sais que les effets secondaires des expérienceurs, c'est beaucoup quand tu reviens, ta fréquence d'énergie est tout à fait transformée, quoi. Donc, un des gros effets secondaires de l'expérienceur, ton ordinateur crash, ta montre s'arrête, les lumières s'éteignent. Tu as tous ces problèmes avec l'électronique. Et donc, quand je suis là et je vois qu'il essaye et puis ça marche pas, il me dit, mais j'ai jamais eu ça, ma télé ne fonctionne pas, il essaye tout, de zapper, tout, ça se met pas en place. Alors, moi, je lui dis, si tu veux, je peux t'aider. Et alors, il me dit, d'accord. Et puis, je viens devant la télé, je pose mes mains sur la télé, mais je lui dis pas ce que je dis parce que j'étais quand même un peu prudente. Et je pose mes mains parce que j'avais appris ça pour moi. C'est une autre personne qui a eu une expérience de mort imminente qui me l'a expliqué. Comment faire, parce que je me dis, mais je travaille dans une entreprise informatique et la première année de mon expérience de ma EMI, la première année, j'ai eu 3 ordinateurs qui ont craché. Donc, je commençais à m'inquiéter pour mon boulot, quoi. Et donc, finalement, je lui dis, donc cet ami m'avait expliqué qu'on peut se remettre aux mêmes fréquences. Tu vois, par la pensée, parler à la fréquence et dire, voilà, je me remets à ta fréquence, on se remet dans la même fréquence. Et donc, moi, je lui dis, si tu veux, je peux t'aider. Et je mets mes mains sur sa télévision. Mais je dis pas, je le dis pas verbalement parce que je ne veux pas l'effrayer. Et à un moment donné, je parle et je dis dans ma tête, on se remet sur la même fréquence. Je respecte ta fréquence, tu respectes la mienne. Et remettons-nous sur la même fréquence d'énergie. Et quand je fais ça, tout d'un coup, ça commence à fonctionner normalement. Alors, il m'a regardé, il m'a dit, mais comment tu as fait ça et tout. Alors, je lui dis, écoute, tu sais, quand on a eu une expérience de mort imminente, certains expérienceurs ont différents dons. Et donc, on ressent parfois les énergies et voilà. Eh bien, tu sais qu'après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Il a eu peur que tu lui mettes les mains sur la tête. Il s'est dit, bon, écoute, là, vraiment. Tu vois, donc, l'expérience. Et alors, on est naïf, on dit des choses, on ne pense pas que la personne. Parce qu'on a cette compréhension de tant de choses en nous, des énergies de la Terre, des dimensions. Et on pense que la personne comprend ce qu'on comprend. Mais c'est pas. Donc, il y a beaucoup d'expérienceurs qui sont dans le monde entier, qui sont en fait. Qui divorcent, comme tu disais, mais voilà, Qui changent d'activité. Il y en a qui sont devenus médiums, artistes peintres, enfin, voilà. magnétiseurs, Voilà. après avoir une EMI. Oui, moi, j'ai de la chance que je travaille dans un endroit informatique, réseautique, dans le sens que c'est un milieu où tu peux rester toi-même. Surtout dans le milieu que je suis, dans le milieu support, tu es toujours là pour aider. Ça se passe mal, tu vas aider. Et puis tu gardes ce calme parce que tu paniques pas. Quand par exemple, moi je gère beaucoup de réseaux, donc le support pour un client, le réseau mondial d'un client en télécom français. Et donc, si tu veux, il y a beaucoup c'est des millions en fait qui passent quand un réseau tombe en panne. Et donc, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de panique, il y a beaucoup d'angoisse. Mais quand tu as eu une expérience de mort imminente, tu sais que c'est une expérience et que tu vas de toute façon traverser ce problème et que la solution va arriver. Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'inquiéter? On va trouver la solution, on va traverser. En fait, c'est comment tu acceptes le problème. Le problème n'est plus là pour t'angoisser. Tu regardes le problème, tu dis comment est-ce que je vais le résoudre? Et tu traverses le problème avec paix. Et tu te rends compte que finalement, c'est résolu. Tu vois, et en fait, c'est tout des... Je
pourrais en parler longuement de tout ça, mais voilà, c'est une longue réponse à ta question. Comment les expérienceurs vivent? Et on en rit beaucoup entre nous ici, parce qu'effectivement, je connais énormément j'ai au moins 300 amis expérienceurs ici, donc, puisque ça fait des années que je suis dans le milieu, et on a aussi cette retraite où on n'est que des expérienceurs et on parle de tous nos problèmes comme ça, et on en rit parfois dans tout Pin ça. Van Nomen, tu connais Pin Van Nomen? Oui, oui, Ce oui. cardiologue, Oui, ouais, que j'ai rencontré plusieurs fois aussi pour oui, faire des conférences ensemble. oui. Et il dit toujours, mes meilleurs professeurs, ce n'est pas mes professeurs de médecine, ce sont les expérienceurs. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec lui parce que vous nous donnez vraiment la bonne direction, celle où il faut aller, c'est celle de l'amour, de la tolérance et du partage. Et ça, vous l'avez en vous, à jamais. Oui. Depuis votre expérience, vous avez ça et vous nous communiquez ça. Et c'est un plaisir d'être avec vous parce que c'est très contagieux. On est content parce que et nous, ça nous fait plaisir si quelqu'un reçoit comme toi, tu reçois, ça nous fait plaisir parce que notre désir, c'est de donner. On est Oui, tellement rempli de cette lumière, de cet amour, quoi. On a envie de donner. Et puis alors, le problème, c'est qu'après, on doit, si tu veux, je ne sais pas le terme en français, on doit rapetissir. On dit ça, comment oui, oui, hein, donc ça oui. fait tellement longtemps que je suis aux États-Unis. On doit rapetissir en fait, on doit en fait réduire tout cet amour, tout ce volume d'amour qu'on a connu. On doit le Le réduire réduire. parce qu'alors c'est trop pour les personnes qui n'en ont pas eu. Parce qu'on veut les entourer, on veut les aider. Et c'est vrai que les personnes qui n'ont pas connu ça et qui ne connaissent pas l'expérience de mort imminente, pour eux, on est trop envahissant ou on est trop naïf et on est faible finalement. Parce que dans ce monde-ci, la force, c'est devenu un peu la méchanceté, la dureté. Le plus fort va gagner, c'est pas toujours le meilleur, c'est le plus fort. Et nous, on est là plein d'amour. Bon, moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est formidable, et je le dis pas parce que je travaille là, parce qu'ils ont en fait compris que c'est le positif et l'encouragement de l'autre qui fait le succès de l'entreprise. Tout le monde est respecté, est encouragé, et donc ça permet finalement d'avoir. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas dû changer de travail, puisque je suis dans un climat vraiment. Ça m'a permis de rester terre à terre finalement. Parce que c'est vrai un des autres effets secondaires, c'est que la majorité des expérienceurs vivent sur un nuage maintenant, le nuage de l'au-delà. Et, mais parfois, on est obligé d'être terre à terre pour vivre, gagner son pain. Donc, ça dépend quel travail tu fais. Certains emplois demandent beaucoup de malhonnêteté ou de manipulation. Donc, je ne pense pas que j'aurais pu rester dans un emploi si j'aurais aussi quitté cet emploi-là pour quelque chose de plus adapté, quoi. Et voilà. Mais on parlait de l'amour inconditionnel. Alors, tu peux me dire ce que c'est pour toi l'amour inconditionnel et qu'est-ce que tu as appris de l'expérienceur et au niveau de l'amour inconditionnel? Moi, je crois que c'est la clé de l'expérience. C'est vraiment ça. C'est pas tellement le contact avec les défunts. Bien sûr, tout ça compte. C'est la décorporation, mais ce qui est le plus important et qui chamboule vraiment la vie, c'est l'amour inconditionnel qui est rencontré dans la lumière divine. Quand ils sont dans la lumière divine, ils disent « je suis dans l'amour inconditionnel ». Et chaque fois, nous, sur cette planète, quand on est relié à une once, à une toute petite partie de cet amour inconditionnel qu'on ne connaîtra jamais dans notre basse vibration terrestre, Un eh jour, bien, vous le un connaîtrez. jour peut-être, on est relié à Dieu quelque part. Et l'amour inconditionnel, c'est très simple. Ça peut être quand on n'attend pas un retour de l'autre. Quand un enfant fait traverser la rue à une vieille dame, quand il y a ces rondes autour des attentats terroristes, on sent le frisson qui nous entoure. C'est pour ça que moi j'aime bien faire ces égrégores de prière avant les TCH, parce qu'on est ensemble, on se touche, enfin on se touchait, mais on a cette proximité, on a cet amour, cet échange. Mais je pense que l'amour inconditionnel, on ne le connaîtra pas de façon aussi puissante, malheureusement,
que même si on fait les meilleures méditations du monde, à écouter tous ces témoignages, l'amour inconditionnel, il nous attend de l'autre côté. Et ça ne sera qu'une fois qu'on sera vraiment de l'autre côté, comme vous y avez été, vous les expérienceurs, que l'on aura cet amour aussi puissant. Et ça, je le retrouve dans les témoignages des gens qui vivent ces expériences. C'est pas tellement, ils sont pas plus religieux qu'avant. Les religions sont un bon moyen d'accéder à la spiritualité, à condition de le faire avec son cœur, avec sa foi, mais pas de manière aussi puissante que dans l'expérience de mort imminente. C'est une autre dimension. Comme tu dis, les religions sur Terre, c'est pour se connecter avec Dieu. C'est pour avoir ce contact avec Dieu pendant qu'on est dans ce corps humain sur Terre. Moi, j'avais choisi la foi chrétienne, puisque c'est mon enfance qui l'a voulu, et puis aussi une recherche personnelle qui m'a conduit là. Mais c'est vrai que durant mon expérience de mort imminente, c'était au-delà de tout ça. C'était un monde au-delà de la religion. C'était l'amour inconditionnel. Christ n'était que amour, c'était l'amour inconditionnel pour tous. On était un dans l'amour. Mais écoute, je ne sais pas si tu veux, tu as d'autres questions, il y a un sujet que tu veux qu'on aborde ou tu penses Je crois qu'on a fait pas mal le tour là, je crois, hein, de la question. Bon, on pourrait parler toute la nuit, hein, je vais te dire. Je suis comme toi, je suis un passionné de ça. Donc, d'ailleurs, quand je fais des conférences ou quoi, je me fatigue pas. Je suis là, il faut presque me prendre sur scène et puis me mettre dans les coulisses parce que je suis tellement passionné. Pas parce que je dis, mais parce que j'entends. Oui. Parce que je suis plus un écoutant qu'un orateur. Et quand il y a ces échanges avec le public à la fin des conférences, c'est la partie que j'aime le plus parce que les gens nous donnent leurs expériences et ils nous donnent une partie, même si je suis très gourmand de ça, de ce petit l'amour inconditionnel que vous avez reçu. Vous le communiquez tellement bien. Quand vous racontez ce que vous avez vécu, Nicole Dron, je ne sais pas si vous la connaissez aux États-Unis. Oui, je l'ai interviewée la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est extraordinaire. Elle est extraordinaire. 45 secondes d'éternité. En 45 secondes, elle a été connectée à l'amour inconditionnel. Elle a vécu énormément. Et chaque fois qu'elle le vit, en le racontant, elle a l'émotion qui nous transperce. Parce que. Voilà. Et c'est vrai, elle est merveilleuse. On a eu un moment merveilleux ensemble il y a 2 semaines. On a partagé, elle était contente. Elle me dit, tu poses les bonnes questions parce que tu as eu une expérience aussi. Ben oui, bien sûr. Mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que tout expérienceur, à chaque fois qu'ils racontent leur expérience de mort imminente, ils la revivent. Oui. C'est ça qui est différent de raconter une expérience qu'on a vécue. On revit l'énergie de cette expérience, en fait. C'est ça qui est formidable. Et tu vois, j'espère que l'année prochaine, tu auras l'occasion de venir aux États-Unis, si le Covid et tout ça s'est passé, qu'on puisse refaire une conférence en personne, que tu pourras venir parce que effectivement, durant les conférences, on a une salle qu'on appelle le salon des expérienceurs. Et donc, en fait, ceux qui ont une expérience de mort imminente viennent là pour partager leur expérience. On communique, mais c'est ouvert aussi à ceux qui n'ont pas eu d'expérience et ils peuvent écouter donc les conversations qu'on a entre nous. Et tout comme toi, durant nos conférences internationales, on se retrouve entre nous et on parle jusqu'à 2-3 heures du matin. Ça n'a pas d'importance parce que et un jour, je me souviens, on était dans l'Arizona, il y avait eu une conférence internationale dans l'Arizona et on est là, très beau cadre, palmier, désert, et on discute ensemble dans l'hôtel autour de... Et il y a quelqu'un qui dit, ah, tu sais, pendant que les conversations entre expérienceurs, ah, tu sais, durant mon expérience, j'étais comme sur une plateforme au milieu du cosmos. Et il y avait un guide derrière moi qui m'expliquait, qui m'enseignait les planètes, le sens de la vie et tout. Et une autre expérience à moi qui lui dit, ah, toi aussi, moi aussi j'étais sur
j'étais sur cette plateforme et moi aussi j'avais un guide, je voyais les planètes, il m'expliquait aussi. Et tu vois, c'est ça qui est, ce sont des conversations on ose avoir ces conversations entre expérienceurs parce qu'on sait que l'autre est totalement réceptif. Parce qu'il y a des limites parfois dans ce que une personne peut comprendre dans la vie de tous les jours. Tu vas dire ça à quelqu'un. Et alors on s'était dit même, si quelqu'un de tel passe ici et entend notre conversation, je pense qu'ils vont penser qu'on est bon pour l'asile. Donc, oui, c'est vrai, c'est notre joie. Comme toi, c'est notre passion et c'est une Je joie. retrouve la même chose dans les ateliers, tu sais, les ateliers de TCH à la fin. Mais les gens, ils ne se connaissent pas entre eux, c'est très intime ce qu'ils vivent quelquefois, c'est très, très intime. Et ça peut paraître complètement flyé, comme vous dites au Canada ou aux États-Unis. C'est-à-dire, voilà, on pourrait penser que la personne est folle. Mais ils sont dans une telle liberté d'expression qu'ils disent ce qu'ils ont vécu, exactement ce qu'ils ont vécu, qui sont partis voir des mondes extraterrestres, qu'ils ont visité d'autres planètes, ils nous décrivent les planètes. Enfin, des choses que on a l'impression que c'est comme un groupe de parole. Les gens ont ce point commun d'avoir été connectés à la conscience intuitive extraneuronale, soit par une expérience de mort provisoire, soit par ces ateliers de TCH. Donc, la parole se libère d'autant plus que le voisin, la voisine, il a vécu la même chose. Donc, il y a une espèce de communion, tu vois, Oui, de groupe, quoi, et de reconnaissance. Il y a des TCHistes qui ont formé des couples après, hein, qui ont suivi. Ah oui, oui, qui ont créé des je amitiés viendrai à ton atelier. Hein. incroyables. Hein. Je vais Ah oui, venir à oui. ton atelier. Hein. Ah ben Non, j'espère. je plaisante. J'espère. Moi. Je suis très Non, heureuse, non, mais... même je suis heureuse sans relation. Euh, eh bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce merveilleux voyage qu'on a fait ensemble, Jean-Jacques. Et c'est vraiment un réel plaisir d'avoir partagé ce temps avec toi, Plaisir partagé. de faire ta connaissance et j'espère qu'on restera en contact Oui. plus régulièrement. En tout cas, n'hésite pas. Si tu veux, tu veux dire un mot de la fin avant qu'on se quitte? Ah ben, le mot de la fin, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, voilà. C'est l'amour inconditionnel qui nous conduit sur le chemin du partage, de la tolérance et du pardon. Ça, c'est très important, savoir pardonner. Et quand on a l'amour inconditionnel, on sait pardonner. Et c'est le chakra du cœur qui s'ouvre. Voilà, Le voilà. chakra vert, là, ici. Et l'acceptation de tous, Voilà. l'acceptation de tout individu. Ça, ensemble, tout ça ensemble. Merci beaucoup. Et c'est vrai, c'est le mot de la fin. L'amour inconditionnel, c'est pas toujours facile d'aimer, mais ça, c'est tellement, ça transforme en fait. Ça transforme. Aimer toujours et sans attendre quoi que ce soit en retour, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un individu. Alors, sur ces paroles de fin, je te remercie beaucoup. Merci. À très, très bientôt. Porte-toi bien, toi et toute ta famille, et on reste en contact. À bientôt. Avec joie, avec joie. Au revoir.